Bonjour à tous et à toutes, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire dédié à la communauté juriste publique et plus particulièrement donc, au métier d'achat public, de commande publique. Donc bienvenue à vous pour ce webinaire intitulé « Comment la performance peut-elle s'inviter dans la vie des marchés publics ?» À mes côtés, j'accueille Monsieur Julien Leplat. Bonjour. Bonjour Mathilde. Merci de nous avoir déplacés et rejoints pour exposer ces quelques éléments à la communauté. Je vous rappelle, donc, vous pourriez échanger avec nous et poser vos questions lors de ce direct grâce au module de chat. D'ailleurs, nous avons organisé quelques petits sondages au fur et à mesure. Et je vous remercie également d'avoir répondu à la première question lors de l'attente du début de cette webconférence. Donc, j'ai bien pris en compte votre demande d'une communauté 100% acheteur public. C'est très bien noté. Je vous souhaite donc à tous une très bonne formation. N'hésitez pas, si des problèmes techniques surgissent, à appeler notre régie, donc Clémence, est à votre service aujourd'hui pour vous aider. Et je lance le PowerPoint sans plus attendre. Merci à tous. Bien, bonjour à tous, merci de vous être connectés. C'est une première pour moi, donc vous allez avec moi découvrir ce sujet que je connais. Je vais essayer de partager avec vous un retour d'expérience original. Donc je me présente, donc Julien Leplat, dirigeant de la société Avis Public. Avis Public, c'est public a été constitué en début d'année, start-up de la commande publique, dont le siège social est à Rennes. Moi, je viens de Rennes, société qui a été créée en vue d'évaluer les entreprises sur la base de témoignages de collectivités locales, d'acheteurs publics. Chose originale, on a voulu importer un modèle qui existe dans le domaine du e-commerce, qui est l'avis client, et l'adapter au domaine de la commande publique. Donc moi j'ai travaillé en fait pendant 15 années en tant que responsable commercial pour le compte de groupes dans le domaine de l'environnement sur une zone géographique qui est le Grand Ouest. Voilà, donc Bretagne, Pays de la Loire, région Centre également, et Normandie, pour le compte de Veoliao, de SOR et de Séché Environnement. Ça peut, je pense pas. Assainissement, des travaux publics et également donc des déchets et de la propreté. Donc, je vais vous proposer une lecture commerciale. Je sais que parmi les personnes qui sont connectées, on est une quinzaine à peu près, 15 profils qui sont connectés. Après, derrière l'écran, il y a peut-être d'autres personnes. Vous avez peut-être une approche qui est une approche achat, commande publique, juridique. Moi, je vais vous proposer non pas une expertise sur ces sujets, mais plutôt un partage d'expérience. Un partage d'expérience avec une lecture commerciale et vous faire part des petits tuyaux, entre guillemets, que des commerciaux peuvent mettre en œuvre à l'approche de collectivités locales, à l'approche de services de l'État. Voilà, donc le sujet que l'on va aborder, c'est effectivement comment importer, comment inviter la performance dans les contrats publics, aussi divers soient-ils. Donc moi, la façon dont j'aborde les choses et dont je conseille mes clients, qu'ils soient entreprises ou collectivités locales, c'est d'envisager en fait ce rapport qui se traduit bien souvent par une consultation, avant tout comme une relation client-fournisseur. Donc vous allez voir, soyez pas perturbés, il y a quelques illustrations qui sont là pour égayer la présentation. On a des choses qui sont sérieuses et puis des petites choses, vous allez voir, qui sont un petit peu plus originales. Voilà, donc le rapport client-fournisseur, c'est une relation qui est un peu particulière dans la commande publique. La forme des contrats, le type de procédure, il y a des risques de recours. Donc c'est vrai que me témoigner un responsable des services techniques d'une commune à Mordel, aujourd'hui, effectivement, il reconnaissait qu'il était là parce que on avait peur du juge. Alors c'est un petit peu dommage, on est aussi dans cette relation client-fournisseur et on veut optimiser les choses, optimiser les coûts, optimiser les performances, les résultats. Donc la question que l'on va se poser, c'est comment on invite cette performance dans tout ça. Alors performance, bien sûr, on pense à la première chose, c'est la productivité, la performance économique, mais il y a aussi la performance environnementale, sociale, l'objectif étant de les stimuler pour avoir une bonne qualité de service et un bon prix, pour un avantage pour votre territoire.
Donc la méthode proposée, on va travailler 1h30. Il va y avoir des questions qui vont être posées, donc lecture commerciale. Vous allez vous nourrir d'un point de vue et d'un partage d'expérience. Et il y aura, vous verrez, des questions qui vont être posées, des sondages auxquels vous serez invités. On pourra les commenter ensemble avec Madame Richardot. Donc pour commencer, la performance en amont du contrat. On a fait les choses dans la présentation de façon linéaire. Donc l'amont, le déroulement de la consultation, le contrat en lui-même et puis l'avis du contrat. On a quatre grandes parties. Donc la performance en amont. Donc on est avant la consultation, on est avant la définition d'un contrat, d'un appel d'offres. Alors, et ça commence. On commence avec un premier sondage. Donc je vous laisse peut-être le temps de vous préparer à répondre, de vous organiser. Sachez que le sondage est réalisé pour un utilisateur connecté. Donc s'il y a plusieurs personnes qui sont connectées, il n'y aura qu'une seule voix. Donc on vous laisse vous concerter peut-être. On vous laisse un petit temps pour pouvoir répondre. Donc la question qui est proposée, puisqu'évidemment on va parler du sourcing. Donc moi je voulais déjà avoir une impression et connaître votre position par rapport au sourcing. Il n'y a pas de réponse bonne ou mauvaise. On souhaite savoir si vous procédez déjà à un sourcing, plus ou moins formalisé, au sein de vos collectivités. Alors je dis collectivité librement parce que je crois qu'il n'y a que des profils collectivités qui sont connectés, sauf erreur de ma part, et vous ne m'en voudrez pas. Donc considérez-vous procéder à un sourcing formalisé. Donc le sourcing, c'est la démarche qui consiste à consulter des entreprises en amont d'une consultation, de telle sorte à pouvoir définir un besoin, de pouvoir définir un cahier des charges, et en vue de réaliser une consultation, et donc d'attribuer un marché à une entreprise. Donc, plusieurs possibilités. Vous ne procédez jamais au sourcing, vous procédez rarement au sourcing, occasionnellement, souvent ou très souvent. Bien sûr, cette réponse est adaptée et compatible, que l'on soit sur de la fourniture, du service ou des travaux. Alors, on laisse quelques instants peut-être. Je ne sais pas si Mathilde peut nous indiquer. Oui, alors on a déjà quelques réponses. Donc rarement et occasionnellement sont faites, avec donc 50% et aussi 50% D'accord. sur ces deux réponses. D'accord. Alors rarement et occasionnellement, donc on est effectivement plutôt sur les médianes, sur le sondage. Le sourcing, c'est quelque chose qui existait déjà dans le précédent code, mais qui est effectivement engagé et plus encouragé à ce jour. Les services de l'ADAGE le recommandent de plus en plus, de façon assez soutenue. Il se prête effectivement de façon intéressante sur certains marchés, et pour d'autres marchés, effectivement, ça peut prendre un petit peu de temps. Et donc de la méthode, on va le voir ensemble. On est donc sur un taux de réponse plutôt sur rarement et occasionnellement. Ok. Alors, on va continuer. Si la machine le veut bien. Voilà, c'est bon. Alors, avant de parler vraiment du sourcing, avant de faire du sourcing, il faut effectivement, en tant qu'acheteur public, réaliser une analyse du besoin. Donc moi, j'ai une proposition à vous faire, tout à fait honnête, je vous rassure. Elle est directement inspirée de méthodes liées au Lean Startup, des choses que j'ai pu voir dans l'accompagnement d'associations qui est la French Tech, dont je suis membre, la French Tech Rennes Saint-Malo, qui, pour l'ensemble de ces startups, encourage le déploiement du Lean Startup. Alors, je ne vais pas vous détailler ce qu'est le Lean Startup, le Lean Management, mais on repose sur des éléments qui vont rechercher à définir un besoin en travaillant sur un processus qui est d'abord d'identifier quel est le problème. Voilà. Si demain je veux lancer une consultation, si j'ai besoin de faire un marché, c'est que j'ai un problème. Voilà. Donc le problème, quel est-il ? Qu'est-ce qu'il doit résoudre ? Et comment aujourd'hui je réponds à ce problème ? Parce que d'une certaine manière, que ce soit sur un marché nouveau, sur un nouveau besoin, ou sur un renouvellement de marché,
vous avez déjà ce problème et vous le contournez d'une manière ou vous essayez d'y répondre d'une manière. Bon, a priori, qui n'est pas nécessairement une manière qui apporte toute satisfaction. Et en tout état de cause, vous êtes amené à lancer cette consultation pour pouvoir y répondre. Donc ce problème, il faut réussir à l'identifier correctement. Je sais comment j'y réponds aujourd'hui, mais ça génère une douleur. Alors on parle de douleur, on parle de peine. Donc il faut savoir quelle est votre douleur en fait. Quelle douleur vous recherchez à soigner pour votre organisation comme pour vos usagers ou les différentes parties prenantes qui peuvent être concernées. Alors, cette douleur, on va réussir à la soigner et on va identifier des bénéfices. Alors, quels bénéfices souhaitons-nous obtenir en soignant cette douleur? Donc, on va plutôt raisonner en bénéfices, plutôt qu'en définition de besoins. Cette méthode permet d'éviter de donner des explications et de définir un besoin en détaillant les choses de façon très descriptive et qui finalement ne résolvent pas nécessairement un objectif. Le bénéfice, quand on est dans l'état d'esprit du bénéfice, on est vraiment sur un objectif final. Alors, exemple, pour être très concret, le stationnement payant en ville. Vous voyez ces logos, vous les connaissez peut-être, ce sont des systèmes de paiement par Internet, par mobile, qui sont déployés dans certaines villes, pas toutes, mais certaines, on les voit de plus en plus. Donc, quel a été le problème à l'origine? Le cas de figure est appliqué, donc étant breton, c'est l'exemple de Saint-Malo que j'ai utilisé. Problème, il fallait réglementer pour un accès régulé pour tous. Saint-Malo est une ville touristique, donc l'accès au commerce, c'est intramuros, pour certains qui y sont déjà allés, c'est un peu difficile d'y circuler, donc il faut qu'il y ait un flux régulier dans la ville qui permette un accès aux touristes, des livraisons pour les commerçants, mais également qui permettent aux habitants, puisqu'il y a des habitants qui ont leur voiture dans l'intramuros, de pouvoir accéder et stationner. Donc la réponse actuelle, c'était la réponse classique, celle que l'on connaît depuis assez longtemps, des horodateurs et des agents municipaux qui contrôlent et qui verbalisent le cas échéant. Donc douleur identifiée, mais le contrôle pour les habitants est coûteux, il est parfois mal vécu par les habitants, mais également par les personnes qui contrôlent, puisqu'il peut y avoir des rapports de force un petit peu particuliers. Et in fine, c'est l'intérêt général en fait qui est mal perçu. L'intérêt de cette démarche, c'est de permettre de fluidifier le trafic, de fluidifier le stationnement, et malheureusement, ce que perçoivent les habitants, les usagers, c'est plutôt quelque chose de péjoratif, de négatif. Alors, pour pouvoir rendre et donner une efficacité à ce stationnement payant en ville, on définit un certain nombre de bénéfices. Voilà. Donc la collectivité a défini les bénéfices qu'elle souhaitait atteindre. Elle a souhaité soigner cette douleur, qui est la mauvaise perception, par une meilleure performance et la volonté en fait de gagner en efficacité et d'alléger la perception de la contrainte. Donc la solution qui a été proposée a été en fait la mise en place de dispositifs de paiement par téléphone. On parle de Whoosh, on parle de Pay by Phone, il y en a d'autres qui permettent aux usagers de payer et de pas nécessairement descendre dans la rue pour pouvoir payer le stationnement, mais également d'équiper des agents qui puissent contrôler les stationnements et qui puissent de façon fluide vérifier que les particuliers se sont bien acquittés du ticket de stationnement. Voilà, donc la démarche, c'est j'ai un problème, comment j'y réponds, en quoi est-ce une douleur, et quels sont les bénéfices que je souhaite finalement, moi, en tant qu'organisation, acquérir. Ensuite, il faut réussir à satisfaire ces bénéfices, satisfaire ce besoin, et là on va rentrer effectivement dans le descriptif. C'est tentant de faire du descriptif en amont, mais là on peut le faire. On a un certain nombre de bénéfices qui ont été identifiés, donc vous pouvez, au sein de la collectivité, au sein d'équipes pluridisciplinaires, constituées d'élus, de responsables techniques, d'agents et pourquoi pas d'usagers, engager un brainstorming qui vous amène à, autour des bénéfices attendus, exprimer la plus grande créativité. Donc ça peut être des séquences d'1 heure ou 2 heures de brainstorming qu'il faut animer avec des post-it, bien évidemment. Et ensuite, vous identifierez en synthèse de cette séquence de brainstorming toutes les possibilités et les regrouperez par thématique. Donc après avoir regroupé par thématique, on ne pourra pas tout faire.
Il y a des choses qui sont essentielles, il y a des choses qui sont futiles, il y a des choses qui nécessitent des recherches et des choses qui sont véritablement hors sujet. Donc il va falloir sélectionner, mais à minima, on les regroupe. Et là, on va faire deux choses. On va faire une évaluation budgétaire, si possible en coût global. Donc quand je dis coût global, c'est l'investissement lié aux différentes possibilités pour répondre aux besoins. Les coûts d'exploitation, quand on parle de construction, il est bon aussi d'envisager les coûts liés à la déconstruction pour avoir une projection responsable et raisonnée sur ce type d'opération, mais également les coûts de pilotage et, si on est dans une prestation de service, après la fin du contrat, les coûts liés au transfert des données, au transfert vis-à-vis d'un autre prestataire. Donc il faut intégrer tous ces éléments-là et les évaluer de façon macro pour pouvoir au moins connaître leur coût. Ensuite, vous pouvez, afin de réaliser un choix, parce qu'il faut arriver dans le temps de la décision, mener deux approches que je vous propose. Il y en a deux, mais il y en a plein d'autres. Moi, ce sont des méthodes que j'ai vues et que j'ai trouvées intéressantes, qui peuvent apporter. C'est l'étude de criticité et le budget base zéro. Donc, ce sont peut-être des choses que vous connaissez déjà. Elles sont assez simples. Vous voyez ce petit schéma. Sur l'étude de criticité, il s'agit de positionner sur un axe, en ordonnée et en abscisse, un caractère d'urgence et un caractère d'importance lié aux différentes tâches à réaliser. Donc vous identifiez ici, donc avec le petit pointeur peut-être, je ne sais pas si on peut l'activer, les deux tâches vertes qui paraissent essentielles car elles ont un degré d'urgence important et d'importance également. On se posera une question sur la tâche rouge qui est faiblement urgente et faiblement importante, et peut-être un choix à faire entre les deux tâches oranges qui soit sont importantes, soit sont urgentes. Donc là, on a sélectionné des choses qui étaient fondamentales, des choses qui étaient complètement futiles, et puis deux éléments qui vont nous amener à avoir un arbitrage que l'on pourra réaliser au sein d'une commission. Alors là, on va plutôt être dans la sous-commission. On ne peut pas faire un brainstorming très très large, sauf évidemment à être engagé sur une démarche gouvernement participatif que l'on peut voir, que je vois moi aujourd'hui à Rennes actuellement, que vous voyez peut-être dans vos collectivités. Autre démarche, le budget base zéro. Donc il s'agit de tout mettre à plat. On met tout à la poubelle et on recommence tout. Pour faire de façon assez simple, par opposition à un budget incrémental. La méthode du budget incrémental, c'est cette année, je dépense 50 dans tel domaine, l'année prochaine, on va dépenser 51 ou 49 en fonction du cas de figure. Et finalement, on répète des choses qui existent déjà et on ne se réinvente pas. Donc sur des projets un petit peu particuliers qui peuvent être engageants, structurants, on peut avoir cette démarche budget base zéro qui consiste à redéfinir complètement un service en identifiant véritablement les éléments essentiels. Qu'est-ce que je fais demain si je dois repartir de zéro sur mon contrat d'eau de ma collectivité? Quels sont les éléments qui sont importants, ceux qui sont futiles? L'objectif de la démarche, il est de réduire tout ce qui va concerner des éléments liés à des frais généraux et des éléments que l'on ajoute qui parfois peuvent paraître luxueux après coup. Donc ça permet d'élaguer et de voir peut-être des indicateurs de performance déjà, on en parlera un petit peu plus tard des indicateurs de performance, mais de voir des indicateurs qui vont nous aider à aller un peu plus loin. Alors, inconvénient, c'est un peu long. Il faut maîtriser les éléments, il faut connaître le métier et rentrer dans le moteur de son contrat, donc à réserver pour des contrats qui sont peut-être un peu plus conséquents. On l'a évoqué, j'insiste pas. Je cite juste un partenaire que je connais, que vous connaissez peut-être également, qui est une start-up également dans l'écosystème rennais, qui s'appelle Open Agora. Il y en a d'autres qui existent et qui font un outil en ligne pour permettre une synthèse d'opinion collective. Si vous êtes dans une réunion et que vous décidez de différentes tâches, que vous avez une discussion et un choix à réaliser pendant cette réunion, vous pouvez envisager d'interroger vos habitants. Et ils vous donneront une indication d'une position. Est-ce intéressant d'aller plus loin ou doit-on arrêter? Tel choix requiert véritablement un intérêt ou pas du tout. Ça donne des tendances. Utilisé avec parcimonie, parfois, on peut être à contre-emploi, mais
j'ai voulu citer cet outil car il est de plus en plus utilisé. Vous pourrez peut-être apporter des témoignages si vous en avez, ça m'intéresse et ça peut intéresser l'ensemble des personnes qui écoutent. Voilà. Alors on revient au sourcing. Donc on a défini le besoin sous l'angle bénéfice et sous l'angle satisfaction, le sourcing. Alors le sourcing, l'article 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, donc l'acheteur peut effectuer des consultations, réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer des opérateurs économiques de son projet et des exigences associées. Voilà, donc c'est un petit trait d'humour à droite qui est plutôt ironique et à contre-emploi, mais voilà, je sais que le sourcing n'est pas nécessairement évident. Je vous rassure, pas nécessairement évident pour la collectivité, mais pas nécessairement évident non plus pour l'entreprise, parce qu'il faut aussi qu'elle s'invente, qu'elle se réinvente et qu'elle ait une relation avec la collectivité qui permette d'être à l'affût de la définition des besoins et qu'elle prenne le temps de le faire. Ce n'est pas nécessairement le cas pour toutes les entreprises. Donc, avantage du sourcing, des consultations qui sont plus précises. Vous allez poser la question à votre territoire. Vous allez avoir un territoire, je disais la cellule économique de Bretagne qui regarde les éléments liés au BTP en Bretagne. Vous allez avoir une relation gagnant-gagnant-gagnant. Une collectivité gagnante, une entreprise gagnante et un territoire gagnant. En faisant un sourcing, on est effectivement sur un questionnement qui va vous permettre d'identifier des compétences et des savoir-faire que votre territoire peut avoir. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de faire du protectionnisme avec le sourcing, mais vous pourrez inviter les entreprises en sollicitant les CCI, les chambres de commerce, la chambre des métiers, en leur demandant et en proposant de façon assez large à un tissu économique de venir à votre rencontre et de découvrir les besoins prospectifs que vous aurez pu identifier pour les périodes à venir, donc l'année à venir idéalement. Donc, quelle forme peut prendre le sourcing? Ça peut être des demandes d'information, c'est ce que fait la Banque de France. Sur son site, vous pourrez découvrir ce qu'ils appellent des DI, demandes d'information. Vous pouvez réaliser des réunions d'information. Moi, j'ai assisté, lorsque j'étais responsable commercial chez Environnement, une demande d'information une réunion d'information réalisée par les services de la Défense, qui ont invité différentes entreprises sous l'angle prestation de services. Donc présentation d'abord générale, puis des entretiens réalisés sur place de façon large avec les acheteurs des services de la Défense. Donc c'était à Rennes. Mais également des speed business meetings. Un a été organisé et d'autres sont organisés également qui permettent pendant quelques minutes à des entreprises et à des collectivités d'échanger sur véritablement leur savoir-faire et leurs besoins spécifiques. Donc il y a pour cette démarche pas nécessairement d'obligation de publicité, c'est mieux quand même. Vous pouvez faire une publicité, informer le tissu économique de votre volonté de mettre en place une consultation. On peut imaginer une publicité qui invite l'ensemble des entreprises à rejoindre une conférence dans laquelle vous allez présenter l'ensemble des projets de l'année suivante, par exemple. Il y a aussi des outils qui permettent et qui vont permettre le sourcing, qui vont se développer. La Bretagne en réalise un avec Mégalis et le mettra à disposition et en place prochainement. Donc d'autres plateformes régionales vont être amenées à le proposer. Voilà. On vous invite, certaines collectivités ont opté pour une charte de la déontologie. C'est vrai que quand on parle de sourcing, on est un peu frileux. On l'a vu au niveau du sondage, vous le faites rarement ou occasionnellement, soit par faute de temps, mais aussi peut-être parce que voilà, on a peur, et c'est compréhensible. Donc dans cette condition-là, le sourcing, il faut absolument bâtir un bouclier juridique qui vous permette de réaliser ce sourcing sans pour autant prendre de risques. Il ne faut pas vous exposer. Donc, il y a des chartes de la déontologie qui existaient déjà et qui ont été publiées dans les années 2013, 2014. J'ai à connaissance un modèle lyonnais qui est intéressant. Transparency sur son site propose un modèle de charte de la déontologie.
mais avec le code des marchés, nouvelle version, cette charte de la déontologie, il faut qu'elle évolue un petit peu. Donc quelques modèles peuvent être utilisés. Si vous souhaitez les consulter, je vous invite à aller prendre connaissance de celui qui peut être mis en place sur l'université Claude Bernard à Lyon 1, ainsi que la charte de la Direction générale de l'aviation civile. Elles sont vraiment très intéressantes et qui reprennent un certain nombre de points et recommandations de transparency. Donc je vous ai donné, là je vous donne quelques exemples que vous pouvez voir. Donc dialoguer avant les phases de rédaction et pas pendant les phases de rédaction, bien évidemment, pas pendant la consultation. Vous pouvez réaliser des réunions courtes, mais systématiquement penser à faire un compte-rendu, qui permet de formaliser les choses. Vous pouvez avec vos prestataires donc réaliser ces réunions courtes avec les prestataires que vous avez identifiés. À l'occasion de visites techniques, à l'occasion de réunions, qu'elles soient suivies ou non de repas, donc évitez d'accepter des cadeaux autres que promotionnels. Certains interdisent et définissent les montants dans leur charte de la déontologie, donc libre à chacun de le mettre dans les chartes. Et donc plutôt, c'est, on va dire, un peu formalisé, mais voilà, un repas modéré par an par fournisseur et pas nécessairement plus. Et bien évidemment référer à sa hiérarchie de toute pression qui peut être exercée. Certaines collectivités, notamment une communauté de communes, alors il faut que je retrouve son nom, qui est communauté d'agglomération Val-d'Hier et Val-de-Seine, qui elle, plutôt que d'adopter une charte de la déontologie très précise, va responsabiliser ses acheteurs en leur confiant un budget en fait pour leur propre repas et en les encourageant à, pour tout cadeau promotionnel ou autre, à les mettre dans un pot commun, par exemple. Donc encourager le sourcing, c'est une très bonne chose pour attirer les entreprises et attiser la performance, adapter les prestations de services et obtenir un bénéfice maximum sur vos prestations de services et vos consultations. Il y a un autre point, on en parle beaucoup, c'est l'open data. L'open data qui va être obligatoire en octobre 2018 pour l'ensemble du territoire. Octobre 2018, en Bretagne, on avance, mais il faut mettre en place les choses. Il y a des schémas pivots qui vont s'installer en partenariat avec la DGFiP. Lors du brainstorming de la commande publique, ce sont des choses qui ont été évoquées en pilotage et qui pourront être déployées partout ailleurs. L'open data, il y a déjà des choses qui ont été mises en place à titre d'exemple, à titre de modèle, de pilote. Il faudra que ça puisse s'accélérer. De quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement de la diffusion en toute transparence des éléments liés au marché. Alors auparavant, c'était l'article 133 qui vous encourageait à diffuser l'ensemble de vos marchés selon les seuils des procédures adaptées et formalisées par différentes catégories, fournitures, travaux et puis prestations de services, mais de les mettre à disposition du public sur vos sites internet par exemple. Mais voilà, les choses n'étaient pas nécessairement très exigeantes en termes à la fois de contenu et également de standardisation des données. Donc ce qui change sont deux choses, c'est le contenu qui est exigé, qui va être exigé. Toutes les collectivités vont devoir publier l'ensemble des données liées au marché attribué, qu'elles soient des données liées au marché, au titulaire, au montant, aux dates de votre marché. Ça nécessite quand même un petit peu de travail. Mais également, et ça c'est une grande originalité, toutes les modifications qui sont intervenues pendant le marché. C'est-à-dire les avenants qui ont pu être mis en œuvre. Et vous aurez 2 mois à partir de la notification pour le faire. Donc heureusement, le 14 avril 2017, on a un décret qui est sorti qui a indiqué que tous les contrats n'étaient pas concernés. Auparavant, c'était pour tout contrat, quel que soit le montant. Là, c'est un petit peu plus raisonnable. Au-dessus de 25 000 €, il faudra faire cette démarche open data. Vous avez le droit de le faire en dessous de 25 000 €, mais c'est exigé à partir de 25 000. Et alors, témoignage de la DGFiP en exclu, on raisonne donc sur le flux, pas sur le stock. C'est-à-dire que tout votre patrimoine contractuel et toutes les consultations que vous aurez à réaliser auparavant ne devront pas être mises dans l'open data.
hein, c'est les consultations que vous aurez en cours qui devront être insérées. On peut espérer rattraper ce retard parce que finalement, c'est donner beaucoup d'éléments de transparence pour nous, entreprises. Ça nous permet d'avoir quand même un certain nombre d'indications sur le profil d'entreprise attendu par une collectivité donnée, sur les taux de rotation de prestataires d'une collectivité. Parce que je vous assure qu'en tant que prestataire, la principale chose que l'on cherche à savoir, c'est est-ce que c'est ouvert, hein, est-ce que la consultation, est-ce que la collectivité a une démarche véritablement ouverte. Donc, bien évidemment, on est toujours amené à avoir une réponse qui est oui, mais si on a des données qui nous rassurent et qui nous l'indiquent véritablement, c'est quand même beaucoup plus intéressant et motivant pour les candidats, et ça permet d'adapter en fait une offre par rapport à un profil d'acheteur qui peut-être n'est pas le même à Brest, à Montpellier ou à Strasbourg. Petit temps de respiration. Il n'y a pas de remarques. Pas de remarques. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On peut prendre un petit instant pour permettre à certains d'envoyer peut-être des questions. Voilà, donc la partie amont contrat, il y a des choses qu'on peut développer, on ne peut pas tout développer malheureusement, hein, le temps est court, je sais que certains sont déjà très pris, donc n'hésitez pas à envoyer des questions éventuellement. Alors là, on laisse derrière nous l'amont, hein, l'avant-contrat, on est dans la période de consultation. Alors, la période de la consultation, on va distinguer les choses, la consultation et le contrat. Donc là, on est vraiment sur la forme de la consultation, sur les modalités, sur les procédures utilisées afin de réaliser la consultation. Alors avant tout, pendant la consultation, il faut pouvoir chasser la contre-performance. Alors, qu'est-ce que c'est? La contre-performance, telle que je la vois, c'est éviter les écueils classiques. Alors, vous les connaissez, hein, un nombre d'offres insuffisant. Et, il faut se le dire, il n'y a pas de micro, si, il y en a un. Il peut y avoir des ententes concurrentielles, anti-concurrentielles, pardon. Voilà, c'est malheureusement le principe même de notre approche, hein, elle est réaliste. On ne va pas imaginer qu'on est dans un monde de bisounours. Malheureusement, il peut y avoir des ententes entre prestataires, que ce soit dans des travaux, dans des prestations de services ou la fourniture. Ça existe. Le législateur le sait, vous le savez très bien, et moi aussi. Voilà. Et puis, parfois, des conflits d'intérêts aussi, qui peuvent intervenir au niveau d'assistant maître d'ouvrage, AMO, hein, assistant maître d'ouvrage, maître d'œuvre aussi, hein, parfois. Et vous pouvez être confronté à des problèmes d'offres anormalement basses. Donc ces 4 items sont contre-performants, bien évidemment, pour votre consultation, puisqu'ils ne vous permettent pas d'aller à l'objectif et à la satisfaction de votre besoin. Donc si vous avez des nombres d'offres qui sont insuffisants, c'est peut-être que le sourcing amont n'a pas été réalisé comme on l'a souhaité. C'est une possibilité, hein, c'est une des causes, auquel cas il faut peut-être se remettre en cause. Si on a le temps, peut-être revoir les choses, déclarer une offre infructueuse et envisager de reconsulter en amont des prestataires, les questionner, essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas répondu. Peut-être qu'il y avait trop de pénalités dans l'offre, peut-être que le découpage géographique n'était pas bon et que les lots n'étaient pas adaptés. Donc il faut peut-être relancer en revoyant ce découpage. Ensuite, l'entente anticoncurrentielle, ça existe, ça a eu existé et ça existe toujours, voilà, malheureusement. Alors, pour éviter cela, même si on ne fera pas de miracle sur ce sujet, il faut, conseil, je l'ai vu au travers des 15 années d'expérience, j'ai voilà, parfois vécu des visites techniques groupées avec plusieurs prestataires. Bon, c'est quand même risqué, c'est vraiment, voilà, ils sont en contact, alors ils se connaissent, hein, bien évidemment, sur un même secteur géographique, mais là, vous les encouragez quand même à prendre contact assez facilement. Donc, si vous avez la possibilité et le luxe de pouvoir réaliser des visites spécifiques, ça prend plus de temps, mais vous éviterez cet écueil qui consiste à faire en sorte que les prestataires ne se rencontrent pas nécessairement. De même pour les auditions, hein, s'il y a des auditions dans le cadre de vos consultations,
essayer d'espacer d'un quart d'heure chaque audition et d'envisager une porte qui entre et une porte qui sorte dans votre réunion. Ça évite des croisements, des informations qui fuitent. Voilà, ça paraît évident, mais ça mérite quand même d'être rappelé. Et petite astuce, ça marche très bien. Les entreprises, vous allez leur donner des cheveux blancs si vous faites ça, mais vous verrez, c'est quand même très efficace. Plus vous rendez les choses complexes en termes d'expression de prix, moins les entreprises vont avoir de facilité pour dialoguer sur leur niveau de prix. Typiquement, si vous n'avez qu'un forfait dans votre marché, eh ben, évidemment, l'entreprise A, elle appelle l'entreprise B, t'es à combien? T'es à 100, bon, bah, je me mets à 102. Ça, c'est facile. Et si vous avez quelque chose de plus compliqué, plus sophistiqué, avec des systèmes de bonus, des formules de variation de prix qui peuvent jouer en votre faveur ou en la faveur de l'entreprise, des éléments un peu plus compliqués, en fait, dans votre formule, vous allez rendre les choses plus difficilement comparables entre eux, et un entrepreneur qui le veut pourra assez facilement vous formuler une offre qui apparaîtra comme étant non nécessairement agressive de prime abord, mais pourra assumer le fait d'avoir gagné votre contrat. Voilà. Ce qui n'est pas toujours simple pour un entrepreneur, puisque évidemment, il agresse toujours un autre entrepreneur présent sur un marché, et il peut avoir des représailles sur d'autres marchés. Hein. Donc faire ça, ça permet certes de compliquer un petit peu votre marché, mais aussi d'éviter peut-être l'entente ou la tentation, en tous les cas, de l'entente. L'assistant maître d'ouvrage. Alors l'assistant maître d'ouvrage, aujourd'hui, il est vrai que les assistants maîtres d'ouvrage, à l'époque, j'ai connu les DDA, les DDE, qui étaient très, très présents. Aujourd'hui, effectivement, on est plutôt sur des assistants maîtres d'ouvrage privés. Hein, il y en a quand même certains qui sont publics, mais de plus en plus quand même d'assistants maîtres d'ouvrage privés. Donc, il peut y avoir des collusions, des conflits d'intérêts. Donc, vous ne pourrez pas, pendant un marché, pendant la consultation d'une entreprise, ne pas attribuer un marché parce que l'entreprise a un conflit d'intérêt avec un assistant maître d'ouvrage. C'est pas possible, évidemment. C'est pas un critère qui peut être utilisé. Par contre, vous pouvez, dans le contrat qui vous lie avec votre assistant maître d'ouvrage, introduire une clause qui va l'obliger à déclarer tout conflit d'intérêt en amont qui peut exister, ou lien économique qui peut exister avec d'éventuels candidats pour la consultation qui va intervenir. Ça permet quand même d'épurer les choses. Alors c'est Édouard Philippe hein, qui avait posé une question en tant que député à l'époque de Seine-Maritime, qui a généré donc une réponse ministérielle le 22 septembre 2016 et qui invite donc les assistants maîtres d'ouvrage à devoir donner cette déclaration de conflit d'intérêt si une clause est mise dans le contrat d'assistant maître d'ouvrage. On vous encourage évidemment à choisir des assistants maîtres d'ouvrage indépendants. On serait intéressé d'avoir une liste d'ailleurs, je ne sais pas si on peut l'avoir au travers de vos témoignages et de vos mails, de recommandations d'assistants maîtres d'ouvrage qui s'affirment et qui sont effectivement indépendants. L'offre anormalement basse, je pense que le temps tourne. Vous aurez la présentation, hein, vous allez la voir tout à l'heure ou plus tard, vous aurez la possibilité de la télécharger. Il y a une formule qui existe. J'ai mis un exemple qui vous permet de simuler et de calculer une offre anormalement basse. Peut-être que certains ont l'habitude de le faire. Il y a un lien un peu plus détaillé hein, sur un article du Moniteur. Mais cet exemple qui vous permet de voir comment on fait pour écarter une offre anormalement basse si on en détecte une. Il faut pouvoir le démontrer. Hein. Ça, c'est quelque chose qui peut rebuter un petit peu, mais voilà, dans certains cas de figure, c'est quand même intéressant de pouvoir l'écarter parce que c'est à contre-emploi par rapport à la productivité et à la performance de votre marché. Parce que vous allez avoir un prestataire qui va peut-être encourir un certain nombre d'obligations en signant le contrat, mais vous allez au droit demain de contrats à pas appliqués, d'un marché et d'un écosystème de prestataires qui vont être écartés en fait du marché. Il va faire complètement place nette sur son domaine d'activité. Et demain, dans 3 ans, quand vous allez renouveler votre contrat, votre prestataire il sera tout seul et il va faire les prix qu'il souhaitera. Donc évitez les offres anormalement basses. Parfois, ce sont des entreprises prédatrices qui veulent juste avoir des références. On peut comprendre, mais c'est interdit.
Alors, toujours dans la partie consultation, on a abordé des éléments amont, la consultation, le format de la consultation. Alors je sais que vous êtes de nombreux juristes, donc je ne prétends pas avoir une expertise. Ça, ce sont des éléments basiques qui vous rappellent quand même. C'est plus pour mémoire. Vous avez des formes de consultation qui invitent plus à la négociation quand même. Donc la procédure adaptée, il faut quand même préciser que vous autorisez la négociation, c'est important, il faut que ce soit dans le dossier de consultation. Procédure adaptée de 25 à 209 € en prestation de services et fournitures. En travaux, le seuil est bien plus élevé, mais précisez dans le dossier de consultation que vous vous réservez le droit de négocier, sinon vous ne pourrez pas le faire. Donc, la négo, c'est quand même le meilleur moyen d'obtenir une performance dans votre acte d'achat, mais également dans la vie de votre contrat. Dans la procédure formalisée, il y a des formes qui ne permettent pas, appel d'offres ouvert ou restreint, de négocier. Donc la forme que je privilégierai, c'est la procédure concurrentielle avec négo. Dialogue compétitif. Le dialogue compétitif, certains l'ont peut-être expérimenté. C'est une procédure qui est intéressante, qui nécessite quand même d'avoir pour vous en tant qu'acheteur une présence et une action qui n'est pas neutre, hein, c'est un temps de travail quand même, mais qui est intéressante. Vous allez lancer un programme fonctionnel, vous ne savez pas exactement le détail, c'est-à-dire que tout à l'heure quand on regardait les bénéfices et comment les satisfaire, on ne sait pas exactement comment les satisfaire. À vous de caler un cadre, un programme fonctionnel, et charge après aux entreprises de rentrer dans ce cadre et d'exprimer leur créativité. Vous allez engager un dialogue pour y arriver, mais vous aurez défini dans votre consultation les principaux prérequis qui vont permettre à l'entreprise ensuite d'adapter son offre à votre besoin. On parle d'indemnisation parce qu'il y a des frais d'études, ils ne sont pas nécessairement obligatoires sur le dialogue compétitif, par opposition au concours, qui est là obligatoire l'indemnisation. Mais c'est quand même vivement encouragé. Alors, dialogue compétitif, on le voit dès lors qu'il y a une certaine complexité, où vous, en tant qu'acheteur, il est difficile de définir précisément le cadre, notamment tout ce qui est système d'information, peut être un peu complexe, qui font appel à de la data ou des architectures de systèmes d'information, de réseau. Donc là, on fait appel quand même au professionnalisme de l'entreprise pour pouvoir s'exprimer dans le dialogue compétitif. Et puis, en dehors de ça, la cause qui peut amener à réaliser un dialogue compétitif, c'est aussi le besoin de créativité. Donc, ce sont les agences de com qui ont la créativité. Vous pouvez donner vos besoins, mais les agences de com sauront s'exprimer encore plus librement et facilement dans un dialogue compétitif. Donc, le concours, on en a parlé à l'instant. Le concours, il y a un jury, indemnisation obligatoire. On est donc sur des projets d'urbanisme, d'aménagement, d'architecture, et ne peuvent faire appel à un concours que les sujets de prestation de services intellectuels. Enfin, autre forme qui peut amener à de la performance sur une consultation, ce sont les enchères électroniques ou enchères inversées. C'est un modèle que je n'ai pas expérimenté personnellement. Si vous avez des retours d'expérience sur les enchères électroniques, faites-en part. Enchères électroniques, ça concerne la fourniture. Principalement. Donc ici, vous allez lancer une consultation, recueillir des offres. Sur la base de ces offres que vous analysez, vous allez définir une note pour l'entreprise et cette note va être communiquée ensuite aux entreprises qui vont permettre dans un deuxième temps de participer à une enchère. Donc vous allez inviter à participer à l'enchère, les entreprises vont avoir le résultat de leur évaluation et vont connaître la formule mathématique qui vous permet de déterminer les classements et les reclassements. Et là, vous allez lancer différentes phases d'enchères en indiquant, voilà, enchère numéro 1, les entreprises réajustent leur prix et voient l'impact par rapport à leur classement. Donc elles connaissent le classement à chaque phase d'enchère, elles ne connaissent pas nécessairement les autres prix. Vous pouvez permettre la connaissance des autres prix, bien évidemment, des prix concurrents, bien évidemment pas l'identité des autres entreprises. On en a fini pour les formes de consultation.
Troisième conseil en matière de consultation, autoriser les variantes. Je sais que c'est plus de travail, d'analyse, mais c'est ce qu'il y a de plus... Alors, moi, j'ai toujours trouvé ça très frustrant de ne pas pouvoir proposer une variante dans une consultation. Vous pouvez les autoriser, vous pouvez les limiter, limitez-en le nombre pour réduire votre travail d'analyse, mais également rédiger le nombre pour éviter un risque de suivi d'exécution. Alors c'est vrai que la variante, vous êtes sur le terrain de votre prestataire. Hein. Vous sortez de votre confort, vous sortez de votre cadre, vous osez aller sur le terrain de votre prestataire. Donc il y a plus de risques demain de renégo liés à une variante. Cela étant bien mené et bien orchestré, on peut avoir, en l'occurrence en relation avec votre assistant maître d'ouvrage, une analyse et une pertinence à retenir une variante pendant une consultation. In fine, vous déciderez de les qualifier ou de les invalider. Les variantes sont autorisées en procédure adaptée, sauf mention contraire dans le règlement de la consultation. Elles sont interdites en procédure formalisée, sauf indication contraire. Alors, petit sondage. Enfin, on en a deux là. Voilà. J'espère qu'on n'a pas perdu trop de monde. Donc, sondage, en l'occurrence, sur les variantes. Il n'y a pas de bonne réponse. Je tiens à vous rassurer. J'ai quand même une petite idée et j'ai testé et consulté un certain nombre d'autres acheteurs publics, notamment régionaux, qui m'ont donné quand même une tendance à peu près. Est-ce que vous pouvez nous indiquer une idée du pourcentage d'entreprises qui proposent des variantes? Donc, pourcentage d'entreprises qui proposent des variantes. Alors, 0 à 10%, 10 à 30, 30 à 50 ou plus de 50. On parle bien d'entreprises qui proposent une variante. Selon que l'on soit évidemment en fourniture, en travaux ou en service, on ne va pas du tout avoir les mêmes chiffres. Mais voilà, c'est intéressant quand même d'avoir comme ça un sentiment parmi les gens qui sont connectés. Il n'y a pas de données. L'Observatoire de la commande publique ne donne pas nécessairement de retour là-dessus. Je n'ai pas ma connaissance d'études précises sur ce point. Je ne sais pas si on a du monde qui a répondu. Oui, alors on a quelques premières réponses, donc assez hétéroclites. Donc 33% seraient pour donc de 0 à 10, 33% seraient pour 10 à 30 et les 33 derniers pourcents pour plus de 50. D'accord. Ah oui, on n'a pas 30 à 50 alors. Eh ben non. D'accord, très bien. Alors effectivement, le chiffre qui semble être retenu de façon prospective, amont et pas du tout vérifié et statistique, c'est de 10 à 30%. Les variantes sont quand même beaucoup plus présentes sur les sujets de travaux. Elles sont identifiées surtout sur ces thèmes. Variantes qui peuvent être qui peuvent remettre complètement en cause une offre de base, revoir complètement, ou qui peuvent être seulement partielles. Voilà. Mais c'est intéressant d'avoir cette donnée, et si l'Observatoire de la commande publique pouvait générer ce type d'infos, je pense que ça serait intéressant, parce que c'est ce qui va vous permettre, vous, en tant qu'acheteur, d'obtenir en fait un peu de créativité sur vos consultations. Donc, essayez sur les éléments stratégiques de consultation d'encourager ces variantes. Elles pourront vous générer un certain nombre de bénéfices. Et enfin, est-ce que, donc deuxième question, c'est pas tout à fait la même, est-ce que vous avez une idée du pourcentage de marchés qui sont contractualisés sur la base d'une offre variante? Sous-entendu, pourcentage de variantes retenues. Alors pareil, on a les mêmes chiffres qui sont proposés. On peut déjà donner quelques résultats, une majorité sur la réponse 2, à 30%, et quelques autres réponses sur la première, de 0. D'accord. Alors, pareil, on n'a pas de statistiques précises, c'est un peu frustrant, mais on pourra espérer aussi que l'on puisse avoir ce type de retour.
peut-être, pourquoi pas, mais c'est pas nécessairement le cas et le souhait de l'open data. Alors, pourcentage d'offres variantes qui sont effectivement mises en œuvre lors des consultations, source préfecture, c'est plutôt 0 à 10%. Donc on a un peu de perte en ligne, c'est pas illogique. On a des variantes qui sont proposées, on en a un peu moins qui sont retenues. Voilà, il y a quand même un acte effectivement en termes de responsabilisation de l'entreprise, de l'acheteur public, pardon, qui fait qu'on ait un peu de perte en ligne. Mais qu'importe, la variante, elle a aussi un autre intérêt. Elle vous permet d'avoir des regards différents. Voilà. Les propriétés intellectuelles de ces variantes restent celles des entreprises, mais vous aurez la possibilité d'avoir une lecture, une vision différente et pourquoi pas intéressante. Donc voilà, en faveur de la performance pendant la consultation. Alors, on a perdu le fil. Ah, c'est bon. Les formes contractuelles, je ne vais pas y passer un temps fou parce que on pourrait y passer des heures. Vous les connaissez, il y a les marchés publics, la délégation de services publics, qui sont plutôt donc délégation de services publics orientée sur une obligation de résultat. Je dis bien plutôt parce que tout n'est pas blanc et noir, hein, on est plutôt dans du gris clair ou du gris foncé. Et marché public plutôt orienté sur une obligation de moyens. On a des formes de marché nouvelles qui existent aujourd'hui, qui sont formalisées et connues comme marchés globaux de performance, anciennement appelés conception, réalisation, exploitation, maintenance, hein, CREM ou REM, donc c'est sans le conception, qui ouvre droit à une consultation un peu spécifique et à un marché, un contrat, là je parle de la forme contractuelle, qui ouvre droit à une rémunération des prestations liées à l'atteinte d'une performance. Donc c'est le prestataire est performant, il a droit à telle rémunération. Voilà. Donc on a un certain nombre d'indicateurs de performance qui seront assortis dans le contrat. Donc la différence par rapport au marché de partenariat, par rapport au marché connu PPP, hein, partenariat public-privé, c'est que pour un marché global de performance, il n'y a pas la possibilité d'avoir un différé de paiement. Donc on n'est pas sur un marché avec une notion de financement. Le marché de partenariat est plutôt axé sur un financement. C'est vraiment un autre mode de financement pour la collectivité qui répond à un besoin spécifique et qui permet de confier le financement, la construction et la gestion de l'équipement à un consortium et qui génère donc une rémunération pour ce consortium qui se traduit par des loyers. Vraiment la délégation de services publics qui, elle, consiste à se rémunérer sur un résultat d'exploitation perçu majoritairement auprès d'usagers. Majoritairement. Il peut y avoir des compléments de rémunération directe. Donc le marché global de performance, on vient de le décrire. Le PPP, retour d'expérience, alors j'avais des chiffres fin 2015, il y avait environ 150 PPP qui avaient été identifiés, ayant été contractés par des collectivités pour 4 milliards d'euros. L'État est plus consommateur de PPP. On a des exemples qui nous viennent en tête, que vous connaissez probablement, qui sont des PPP qui ont fait parler d'eux, avec donc l'Hexagone Ballard Bouygues, et également le MMA Arena, qui est le stade de football du Mans. Alors le premier fait parler de lui parce que assorti à ce PPP, il y a un loyer effectivement, et un certain nombre de surprises sur des portes ou des poignées manquantes facturées à 1500 ou 5000 euros, hein, ce qui peut être vraiment excessif. Donc il y a des bordereaux et des limites de risque qui n'ont pas été définies de façon suffisante. Ce sont quand même des contrats très juridiques qui peuvent générer un déséquilibre entre un acheteur et une collectivité. De même le MMA Arena, avec une notion de risque sportif associé, qui a amené la ville du Mans à avoir des pertes assez conséquentes, puisque l'équipe de football du Mans
n'avait pas les performances sportives attendues et donc a eu des relégations à la fois sportives et administratives, ce qui a généré pour l'agglomération mancelle, la CUM, des pertes à hauteur de environ 2 millions d'euros. Plutôt un schéma intéressant sur donc, le marché global de performance. Donc, petit retour d'expérience et éléments que vous pourrez consulter. Hein. Vous avez un petit lien, vous pourrez le détailler, aller le voir plus en détail. C'est une source de la préfecture et de la CCI du Nord qui a mis en place tout ce qu'il faut en termes de performance lors à la fois d'une consultation et d'un choix de forme de contrat. C'est un dialogue compétitif, d'une part, et un marché global de performance sur l'éclairage, donc sur la commune de Lille. Donc vous voyez les différents items qui ont pu être mis en œuvre. Donc un projet qui a nécessité quand même des efforts importants, une équipe projet et un accompagnement à la maîtrise d'ouvrage conséquent, mais qui ont permis donc de définir des axes. Vous les voyez sur la gauche, formalisés sous forme de triangle, avec des axes sur la partie investissement et des objectifs de réduction des consommations, réduction des puissances installées, réduction des émissions de gaz à effet de serre et de production d'énergie renouvelable, qui sont des objectifs exprimés dans un triangle global, investissement, consommation, maintenance. Résultat de cette consultation, de ce dialogue compétitif, donc c'est un contrat de marché global de performance qui a pu se matérialiser sous forme d'économie. Il y a eu quand même 3,8 millions d'euros de gains d'achat sur ce contrat. Vous pourrez aller parcourir le détail si vous le souhaitez, mais on voit effectivement qu'en matière d'emploi d'économie, d'énergie verte, ce sont des choses qui ont été prépondérantes et qui ont permis à la collectivité de réinventer en fait son modèle et d'avoir véritablement une identité lumière à Lille. C'était leur souhait. Alors, pour finir avec la partie consultation, il faut avoir des critères d'analyse qui vous permettent aussi de favoriser une offre performante, ça c'est évident. Alors, il y a le prix et la qualité, et puis d'autres critères qui peuvent s'inviter dans la consultation, qui peut-être paraîtront secondaires pour certains, mais qui peuvent faire la différence, hein, parce que finalement, quand on est à peu près 50-50 sur prix et qualité, on peut avoir un juge de paix sur d'autres critères de 10% qui finalement fait basculer dans un sens ou dans un autre. Donc je vous invite à prendre connaissance de ces critères. On retrouve le coût global d'utilisation. Vous avez un lien vers un outil qui vous permet d'intégrer le coût global d'une opération. C'est mis à disposition sur le site du ministère du Développement durable. Ça a été réalisé avec l'ADEME. Et donc ça permet d'intégrer l'ensemble des coûts liés à une opération dans son cycle de vie. Et donc vous intégrez en fait la performance environnementale de façon plus importante dans votre consultation, plutôt que les simples critères prix et qualité. Mais bon, vous avez l'habitude de tout ça. Enfin, les labels et références, ce sont des choses qui peuvent intervenir pendant la consultation. Une jurisprudence 2013 sur des consultations qui mettaient en avant l'obtention de labels, notamment Max Havelaar sur des vêtements de travail, a amené en fait le code à être en partie modifié, et aujourd'hui en fait on voit plutôt un encouragement à avoir des labels, à avoir effectivement des références, mais ça ne doit pas être des choses qui sont qui en elles-mêmes limitent le choix d'un candidat, puisque si une entreprise est en mesure de prouver qu'elle a mis en œuvre tous les éléments qui correspondent aux critères d'un label, tout en n'ayant pas ce label, elle peut très bien être retenue par la collectivité. De même, les références, le seul fait de ne pas avoir suffisamment de références n'est pas suffisant. Il faut que toutes nos PME du territoire puissent accéder à la commande publique. Il faut que vous soyez en mesure de justifier, au regard d'autres éléments techniques du dossier, que l'absence de référence et des éléments du dossier ne sont pas suffisants, notamment des qualifications professionnelles, pourquoi pas. Et donc il faut aller plus loin. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est évident.
l'absence de référence. Voilà pour la partie consultation. Donc on sort de la consultation, même si on va revenir quand même dans le contrat. Dans le contrat, petit sondage à nouveau, avant de développer, la performance dans le contrat, lorsque des pénalités contractuelles sont justifiées, est-ce que vous les appliquez? Alors je sens que vous me sentez venir, mais je vous demande quand même d'avoir un minimum de spontanéité. On peut avoir des contrats avec des pénalités, pénalités qui peuvent être importantes. C'est pas systématique, mais on a quand même beaucoup de contrats avec des pénalités. Alors est-ce que lorsque le cas se présente et les conditions d'application de pénalités s'avèrent réelles, vous avez la possibilité d'appliquer ou de ne pas appliquer. Alors moi j'aimerais savoir si vous les appliquez jamais, rarement, occasionnellement, souvent ou systématiquement. Alors, pour donner quelques éléments déjà de réponse du sondage, très rapidement, une grosse majorité s'est positionnée sur occasionnellement, donc réponse 3. Et peu à peu, on a 25% sur rarement. D'accord. Rarement ou occasionnellement. Voilà. Non, c'est bien, ça veut dire que effectivement les choses ne sont pas systématiquement mises en œuvre, et heureusement, je m'en doutais. Alors peut-être qu'on a un public aussi averti et pas nécessairement... voilà, on a peut-être un petit prisme, mais effectivement, tant mieux. J'aurais été inquiet de voir systématiquement, parce que bon, les choses peuvent se résoudre entre personnes, et ça reste un contrat, ça reste une relation de personnes, même si on a une personne morale d'un côté et une personne morale de l'autre, ce sont toujours des personnes physiques. Donc la performance dans le contrat, l'état d'esprit effectivement que je vous propose d'obtenir et que vous essaierez probablement de mettre en place, c'est plutôt d'être sur un état d'esprit de bonus plutôt que de malus. Alors comment on y arrive? Alors on n'est pas obligé de parler tout de suite des pénalités, on peut regarder d'abord des fondamentaux. Quand on rédige un contrat, on peut avoir des clauses incitatives. Et puis il y a des choses qui sont l'objet du contrat ou même la délimitation de la durée, qui sont des éléments qui vont inciter et produire en fait une performance, générer une performance. Alors premier point, la durée du contrat. Quand on est en prestation de service, moi personnellement je me sens beaucoup plus motivé à me renouveler quand je suis sur un contrat d'1 an renouvelable 3 fois plutôt que sur un contrat de 4 ans. Et voilà, on peut faire le choix d'avoir une reconduction tacite ou une reconduction express. La reconduction express, c'est un peu contraignant, mais on peut le mettre en place, et ça, finalement, ça déclenche une rencontre et un échange avec l'entreprise qui, naturellement, ne se serait peut-être pas nécessairement réalisé. Donc c'est intéressant d'avoir des durées qui permettent le challenge. Bon, après, ça a un coût, une consultation, donc il ne faut pas non plus rompre le contrat tous les ans, mais 1 an renouvelable 3 fois, c'est un schéma que l'on voit de plus en plus sur la prestation de service. Avec bien sûr une durée maximale qui doit être définie. Après, le modèle de prix, de tarification, peut être un modèle à regarder et à analyser. Plus vous êtes sur un schéma forfait, plus l'entreprise va apprécier, même si elle va prendre une part de risque. Voilà, il y a des schémas à voir en fonction des différents marchés et à étudier. Tout n'est pas vrai, on peut avoir des marchés où le prix unitaire est plus intéressant. En tout état de cause, je vous invite, quand vous avez ce type de consultation, à systématiquement demander un détail quantitatif associé à un bordereau de prix. Même si le détail quantitatif n'est pas contractuel, ça vous donne quand même une lecture et une carte qui vous permet une analyse. Par ailleurs, demandez systématiquement un détail, parce que bon, moi je l'ai pratiqué, c'est un sport, c'est le sport des entreprises. Les prix unitaires, s'il y a forfait et prix unitaire, vous verrez nécessairement les forfaits assez élevés et les prix unitaires assez bas.
ça permet en fait à l'entreprise de limiter son risque de rémunération. Donc elle va gonfler ses prix forfaitaires et réduire ses prix unitaires dans certains cas de figure. Donc demandez-leur quand même un détail, ça vous permet d'avoir quelque chose quand même de plus réaliste. C'est mieux quand même quand la logique analytique est respectée. Ça permet de voir où on va et ça permet aussi de comparer parce que vous allez avoir des entreprises qui ont une logique de présentation qui va être très différente pour une entreprise A ou une entreprise B. Donc inciter à faire ce détail. Enfin, formule de variation des prix. Il y a des indices qui sont plus favorables, d'autres qui le sont moins. 3 ou 4 indices maximum, vous pouvez mettre un terme fixe. Il est possible de mettre plusieurs formules de variation, ça c'est intéressant. Sur par exemple des contrats d'eau, de distribution, d'alimentation, de production, vous pouvez avoir un prix de production et un prix de distribution. Auquel cas, une formule de variation différente pour ces deux prix, ce qui évite d'avoir des phénomènes d'emballement sur des prix qui ne le méritent pas et d'avoir des variations plus importantes à la hausse ou à la baisse. Donc à étudier, vous pouvez mettre en place des formules de variation différentes dès lors que vous avez des tarifs qui sont distingués. Enfin, possibilité de mettre des indices spécifiques. Pour revenir à la comparaison sur un marché d'eau, en Mayenne, j'avais été amené à mettre en place une formule de variation avec un tarif sur un produit chimique très spécifique qui représentait 40% du chiffre d'affaires du contrat. Et donc, on a mis une formule avec le tarif et le cours de ce produit de traitement. En l'occurrence, c'était de l'orazote, un peu spécifique, et on ne trouve pas nécessairement d'index dans le moniteur sur ce produit. Donc vous pouvez le faire, vous pouvez créer des indices tant qu'ils sont partagés avec l'entreprise et que vous avez une pérennité de publication. Et pensez à mettre des planchers et des plafonds pour éviter des emballements, même si aujourd'hui on est plutôt sur des formules de variation assez plates, voire plutôt même en baisse sur les dernières périodes que j'ai pu connaître. Clause de révision à prévoir si vous avez des assiettes fixes, notamment dans les contrats de délégation de services publics. Ça vous permet de revoir les choses avec votre délégataire. Alors ça intéresse plus l'entreprise, mais au moins vous n'aurez pas une entreprise qui craindra de venir vous voir parce que l'assiette que vous avez définie n'est pas bonne et risque de ne plus être à jour. Donc c'est une clause que l'on voit systématiquement. Voilà. Avenant concessif, donc si vous pouvez éviter, moi je pense que c'est mieux. Quand je parle d'avenant concessif, c'est vous avez un contrat d'exploitation et vous avez un petit investissement pour du matériel ou des choses comme ça. Donc plutôt que de faire passer un avenant pour prendre en charge l'équipement, le matériel, prévoyez plutôt en amont un bordereau de prix unitaire dans votre consultation qui permet d'avoir les bénéfices de votre consultation. Parce que là, les prix vont être bataillés, mais le jour où vous avez signé votre contrat et qu'en cours de route, vous demandez des travaux complémentaires, bien évidemment, l'entreprise verra ses marges proposées augmenter sur les opérations complémentaires. Bon, c'est comme ça que les prestataires se refont la cerise en général. Donc, pour éviter, c'est mieux de border les choses avec des bordereaux de prix unitaires qui ont été négociés pendant la consultation. Au moins, ça permet d'avoir des choses, même si elles ne sont pas systématiquement mises en œuvre. Enfin, demander la rédaction de plans de progrès. Le plan de progrès, c'est quelque chose qui existe beaucoup dans les contrats privés. Définissez un plan de progrès pendant la consultation. Alors c'est pas évident parce que les prestataires sortants en général connaissent beaucoup mieux vos contrats, donc il peut y avoir une distorsion par rapport à un challenger, mais qu'importe, le plan de progrès proposé, il sert à donner un objectif commun et il peut être mis à jour pendant le contrat, dans les premières périodes, et permettra demain de revoir ensemble des améliorations et de les partager et d'avoir vraiment une relation partenariale. Donc le plan de progrès, c'est un outil qui n'est pas nécessairement formalisé de façon classique, mais qui est intéressant donc à utiliser. Alors les clauses contractuelles incitatives. Qu'est-ce qui va faire que mon petit bonhomme va aller chercher le sandwich ? Parce que les entreprises, il faut quand même les attiser, il faut qu'il y ait une carotte.
Pas besoin d'avoir que des bâtons. Alors, en marché public, on peut mettre en place des clauses incitatives qui ne modifient pas le prix. Par contre, elles peuvent amener à payer des primes. Donc des primes qui sont envisageables dès lors que les conditions prévues sont réunies. Et vous pouvez avoir des phénomènes d'intéressement pour à la fois la collectivité et aussi votre prestataire. Si les deux sont intéressés, les deux vont aller dans le même sens. On n'est pas tout seul dans un contrat, donc on va aller tous les deux dans le sens d'une amélioration de la performance. Donc les bénéfices seront maximisés. Donc vous pouvez jouer sur plusieurs aspects au travers de clauses incitatives, l'amélioration de délai d'exécution, la recherche d'une meilleure qualité et la réduction des coûts, évidemment, qui permettent d'avoir un impact sur votre contrat. Alors, incitation de temps, incitation de qualité, incitation de coût, incitation de quantité. On ne va pas rentrer dans le détail parce que je vois que le temps tourne un petit peu. On va prendre juste un exemple. Le premier, incitation de temps sur un marché de travaux. Si votre marché de travaux a été achevé 3 mois en avance, bon, bah vous y gagnez quand même parce que vous n'avez pas toutes les révisions qui vont s'impacter. Si c'était des révisions à la hausse, bien évidemment. Vous n'allez pas avoir les révisions qui vont s'impacter. Donc ça peut être intéressant de faire bénéficier l'entreprise et vous, de partager le gain qui a été généré en ayant une prime pour révision non appliquée. Donc plutôt que de tout garder pour vous ou de tout donner à l'entreprise, un juste milieu 50-50 est intéressant. Donc on peut faire ce genre de choses plutôt dans des contrats avec des schémas et des optiques quand même axés sur de l'obligation de résultat. Hein. Il faut évidemment que ce soit quantifiable. Le qualitatif, là, c'est pas évident à faire passer, donc il faut que ce soit toujours quantifiable pour qu'on puisse vérifier et que tout le monde y retrouve son compte. Voilà pour le contrat. C'est bien, mais appliquer un contrat, c'est quand même quelque chose qui est important. On a passé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de sueur, d'abnégation, l'entreprise, l'acheteur également, à réaliser la consultation, à mettre en place un contrat, mais encore faut-il l'incarner et le vivre. Alors, animer la performance pendant l'exécution du contrat, ça c'est un vrai challenge. C'est effectivement pas nécessairement quelque chose que l'on retrouve de façon systématique, parce que on est français et les Français par rapport aux anglo-saxons, ils ont plutôt une culture qui n'est pas nécessairement la culture de l'écrit. Hein, on a beaucoup d'écrits finalement, on vit dans les écrits, dans des démarches administratives, mais d'un point de vue purement contractuel, on n'est pas si bon. Hein, on ne vit pas le contrat comme l'acte et la Bible dans notre relation. Alors c'est partiellement vrai, hein, bien sûr, hein, ça peut paraître un peu catégorique, mais on est quand même plutôt amené à signer des contrats sur des longues durées et à pas nécessairement les regarder au jour le jour. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de vivre ces contrats. Donc, je voudrais savoir, avant tout, et ça c'est intéressant, ça appelle vraiment à votre relation intuitu personnelle avec vos prestataires, avec vos titulaires, que l'on soit en travaux, en service ou en fourniture, sur des petits ou des gros contrats. Quelle est votre fréquence de rencontre avec vos prestataires? Donc il n'y a pas de bonne réponse, hein, bien évidemment, mais on peut peut-être se poser cette question, est-ce que moi, en tant qu'acheteur, je rencontre les prestataires? Ou quand je dis vous, c'est vraiment acheteur, hein, c'est pas nécessairement votre service technique, c'est vous, acheteur, celui qui réalise la commande publique en tant qu'acheteur. Est-ce que vous rencontrez vos titulaires à fréquence rapprochée ou éloignée? Alors on a plusieurs possibilités, hein, ça va de 0 à 10. Sur un contrat type, hein, j'ai proposé 3 ans pour qu'on ait une idée, mais on peut imaginer un contrat donc de 3 ans. On va laisser les réponses venir.
Donc les premiers éléments de réponse, une majorité sur 1 à 2 fois. Et 30% des réponses sur 0. Ah oui. Alors vous me direz peut-être que ça ne fait pas partie de vos attributions, mais moi j'aimerais que ça fasse partie des volontés au moins, des envies. Voilà. La réalité est ce qu'elle est. On peut avoir beaucoup de contrats. Beaucoup de contrats, ça signifie beaucoup de rencontres. Et puis vous avez des services qui sont compétents pour rencontrer vos entreprises, vos prestataires. Parfois en fourniture, on peut avoir moins de rencontres aussi, mais voilà, vous êtes des prescripteurs quand même par rapport au choix. C'est intéressant pour l'entreprise de vous voir. C'est intéressant pour vous aussi de voir ces entreprises pour qu'elles puissent incarner cette relation tout en ayant évidemment la sécurité et la déontologie par rapport à ces relations. Oups. Bon. Pour ceux qui ont suivi, j'ai fait tomber un verre d'eau sur la table, mais je pense qu'on va attendre que la conférence se termine pour nettoyer. Mes bêtises. Alors, maintenir une pression positive, c'est effectivement quelque chose que l'on ne voit pas nécessairement dans les relations contractuelles francophones. Alors, les Français sont à la fois des latins et des anglo-saxons, on est entre les deux. Mais il faut qu'on puisse faire en sorte que ce contrat existe, se rencontrer, utiliser le contrat sans tabou. C'est pas parce qu'on sort un contrat qu'on est un méchant. C'est pas parce qu'on n'utilise pas le contrat qu'on est un mauvais. Mais il faut savoir l'utiliser à bon escient, à juste titre et au bon moment. Alors, grande généralité, avant de parler vraiment du suivi et des revues contrats, il faut que vous surveillez vos seuils contractuels. Ça, c'est primordial. Il faut avoir une gestion de vos contrats qui vous permette de savoir quand vous avez dépassé les assiettes contractuelles dont on parlait tout à l'heure. Si vous avez une rémunération d'un prestataire qui est d'un délégataire, notamment délégataire de service public, qui est établi sur 1000 abonnés par exemple, s'il y a une variation de 10% qui est constatée, théoriquement, votre délégataire est en droit de vous demander une révision du tarif, ou vous êtes en droit de demander une révision du tarif. Encore faut-il le savoir, encore faut-il en avoir conscience, encore faut-il le gérer. Donc, les tableaux de bord sont intéressants, il y a des logiciels qui existent qui permettent d'être proactifs sur ce genre de choses et d'identifier un contrat qui génère une renégo. Il faut l'anticiper, faites-le avant que votre prestataire vous le propose, vous subirez moins. C'est pareil pour la veille réglementaire. Faites une veille réglementaire, sachez, alors c'est facile à dire, mais il faut savoir avant votre prestataire qu'il y a une évolution dans la profession, qu'il y a une évolution des impôts, par exemple, appliqués, du régime d'impôt qui est appliqué, qu'il y a des contraintes réglementaires, sanitaires nouvelles sur le périmètre d'un contrat. Si vous le savez, vous pourrez l'intégrer vous et l'indiquer à votre prestataire sans pour autant qu'il ait pu déployer une logistique de négo d'avenant qui va générer une augmentation de sa rémunération et donc pour vous une performance achat qui sera moins intéressante. Donc anticiper sur ces points. Voilà, ça c'était pour la partie on va dire basique. Alors, conseil pour pouvoir bien vivre vos contrats et faire en sorte que ceux-ci soient animés, soient performants pendant l'exécution du contrat. Encore une fois, le contrat, on l'a signé, il est là et comment vous allez faire pour que votre prestataire, votre entreprise, votre titulaire puisse toujours se réinventer. Eh bien, moi je vous encourage peut-être à envisager sur vos périmètres géographiques des allotissements intelligents. En tout état de cause, conserver quand même une animation de la concurrence, si c'est possible. On peut avoir des exclusivités sur un territoire, mais si vous entretenez la concurrence, si vous avez toujours votre petit village gaulois ou votre caillou dans la chaussure sur votre périmètre géographique, où vous allez avoir un gros prestataire incontournable et puis un petit challenger qui est là, vous pourrez vérifier, vous pourrez comparer, vous aurez des éléments qui vous permettront de statuer sur est-ce la normalité ou non. Et puis le jour où on vous démarche pour un avenant, vous pourrez dire facilement non, moi l'autre prestataire, il n'a pas du tout la même version. Donc c'est intéressant d'allotir, de découper géographiquement ou par thématique.
Je vous ai mis un exemple, hein, la région Bretagne. Donc c'est pas un Breton à droite, hein, on le voit. La région Bretagne a décidé de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier au travers de son contrat de nettoyage. Historiquement, donc c'était la société Honnête qui faisait le nettoyage des bureaux. Pour des raisons diverses et variées, il est vrai que ce type de prestation de nettoyage des bureaux n'est pas nécessairement facile d'un point de vue social, donc on n'a pas d'indication et de jugement de valeur, mais ils ont souhaité les challenger et redéfinir leur consultation nouvelle d'un contrat qui a redémarré en juillet sur la base de 2 lots géographiques différents, une zone urbaine, une zone périurbaine, de telle sorte à pouvoir se réserver la possibilité d'allouer ce contrat à 2 entreprises différentes. Donc il se trouve que la société Honnête a renouvelé son contrat sur le premier lot, et sur le second lot, c'est un challenger qui a une approche très différente et novatrice qui a été retenu, ce qui permet aujourd'hui d'avoir un challenge et d'avoir demain, dans 3 ans, hein, lorsque le contrat sera en renouvellement, d'avoir vraiment des sociétés qui ont des éléments comparables. Donc c'est intéressant pour vous, acheteurs, de ne pas répartir, vos prestataires selon ce découpage. Outils que vous utilisez probablement sur des prestations, des travaux qui sont des éléments stratégiques, les revues de contrat. Alors la revue de contrat, j'en ai vécu beaucoup, mais pas tant que ça finalement. Je pense que 15 ou 20% de mes contrats en avaient. C'est assez simple en fait, une revue de contrat. C'est surtout pas relire le contrat. On ne va pas relire le contrat en intégralité. S'il est très long, aucun intérêt. S'il est très court, on peut, mais c'est créer en fait un moment qui va permettre un échange entre vous, acheteur public, et l'entreprise, de telle sorte à pouvoir regarder dans le rétroviseur sur ce qu'on a fait et puis se projeter sur ce que l'on va faire de façon partenariale. On n'est pas en train d'avoir une discussion âpre, on peut en avoir, mais c'est intéressant de revisiter. Alors on va regarder et résumer notre contrat, on va regarder les principaux points. Idéalement, il faut regarder les principaux indicateurs du contrat et se poser les bonnes questions. On va regarder aussi tout ce qui a pu ne pas fonctionner, donc les non-conformités. Quelles actions correctives on a mis en œuvre pour pouvoir corriger ces non-conformités. On va regarder ensemble le plan de progrès. Tiens, il revient lui. Donc voilà, on regarde le plan de progrès, vous en êtes où? Le planning, vous en êtes où? Pourquoi? Comment? Voilà. Donc je vous encourage à faire ces revues de contrat, insistez, lorsque vous les organisez, de les faire avec le commercial avec lequel vous avez négocié votre contrat, mais aussi l'opérationnel. Parce que le grand sport des entreprises, je l'ai connu quasi systématiquement, quand vous avez signé un contrat, l'entreprise et les personnes qui sont dans l'entreprise se renvoient souvent la balle entre le commercial qui a négocié le contrat et puis l'opérationnel qui le gère, ce contrat. Donc il y a des tensions entre eux. Le meilleur moyen de les éviter, ces tensions, ou en tous les cas d'avoir un discours unique d'une entreprise qui s'assume, c'est d'inviter les deux à vous rencontrer. Et également, vous pouvez le faire, mettre autour de la table en tant qu'acheteur et avec votre référent métier, votre directeur des services techniques, votre directeur de l'eau, votre directeur et vos agents, pourquoi pas. On ne peut pas le faire systématiquement, ça peut être trimestriel, ça peut être semestriel, ça peut être annuel, au moins annuel et si possible physiquement. Bon, parfois le téléphone fonctionne bien, ça peut être intéressant aussi, c'est qualitatif, mais voilà, vous disposez d'éléments partagés. Et alors pour bien les partager, faites un compte-rendu. C'est le meilleur moyen d'acter les choses et puis d'avancer sur les prochaines étapes. Alors les indicateurs de performance, on en a parlé plusieurs fois. Quelques indicateurs de performance peuvent être imaginés. On parle de KPI dans des marchés privés, donc Key Performance Indicators, qui sont des outils de gestion. Moi j'appelle ça des abréviations du vrai. C'est un raccourci qui vous permet d'immédiatement voir si vous avez atteint vos objectifs en matière de contrat. Donc quelques exemples sur de l'eau de l'assainissement, kilowattheure dépensé par mètre cube pompé.
c'est intéressant. Ça nous permet de savoir quand même qu'on dépense en énergie par rapport à la finalité de notre contrat. Les indices linéaires de perte. Dans le domaine des déchets, ce sont les tonnes de déchets valorisées par rapport aux tonnes de déchets traités. Dans les transports, qu'ils soient divers ou variés, tonnes équivalent CO2 par kilomètre parcouru. Les recettes, par exemple dans un centre aquatique, la somme des recettes perçues, que ce soit les entrées, l'aquagym, le service de restauration du centre aquatique, rapporté au nombre d'entrées totales, vous voyez l'élément de bonification que votre prestataire, votre délégataire amène, et vous voyez sa performance. Même chose sur le transport urbain, on ne va pas tous les faire, c'est le nombre de voyageurs par kilomètre parcouru. Vous remettez en cause, vous en tant que collectivité, parce que vous n'êtes pas étranger en fait à ces indicateurs. Il y a des choses que vous maîtrisez, je pense par exemple à l'eau, le renouvellement des canalisations, c'est vous qui le faites dans la plupart des cas, et c'est votre prestataire sur l'indice linéaire de perte qui va constater les pertes. Donc vous partagez des éléments ensemble et vous voyez une performance globale sur un service public. Enfin, un dernier point, et puis on aura bientôt terminé, il y a encore 2-3 slides, mais c'est le dernier point, c'est l'évaluation. Moi, c'est mon dada. Comme je vous l'ai indiqué, moi, ma société a été créée autour de ce sujet, de l'évaluation. Alors aujourd'hui, l'évaluation, c'est quelque chose qui n'est pas simple à déployer sur les marchés publics, en France en tous les cas, puisqu'on ne peut pas prétendre refuser une entreprise pour la seule et simple raison que dans un précédent contrat, elle a été mauvaise. C'est un peu l'idée de ma start-up, c'est de sanctionner en quelque sorte et d'avoir ce bouche à oreille qui puisse vous amener à faire des choix lors d'une consultation et qui tiennent compte de la bonne ou de la mauvaise réputation de l'entreprise. Cela étant, la jurisprudence dit quand même que l'on peut écarter une entreprise si vraiment il y a eu une contre-performance qui s'est matérialisée par une rupture contractuelle. Donc, ce sont quand même des cas un peu particuliers et très rares, mais de façon générale, on ne peut pas faire ça. Alors c'est malheureux, là on a un grand économiste prix Nobel qui l'a pourtant recommandé au Conseil économique en mars 2015 avec donc Jean Tirole, qui est enseignant à Toulouse, à l'université de Toulouse, et Stéphane Saussier à l'IAE de Paris, à la Sorbonne, qui ont souligné l'intérêt en fait de cette démarche de sanctionner la performance de l'entreprise et d'en tenir compte par la suite lors de consultations. Alors on peut imaginer un modèle français adapté, pas évident, ça peut faire grincer des dents un petit peu sur l'angle juridique. Pourtant, il y a quand même un pays qui le fait, il y a même plusieurs pays qui le font. Là, je vous ai mis l'exemple des États-Unis avec le modèle PRIRS qui permet de tenir compte des performances sur 4 critères et d'en tenir compte dans les futurs allotissements et attributions. Ce qui permet de garantir ce qu'on appelle le best value pour le contribuable. Et donc les critères sont classiques, c'est la qualité du service, c'est le prix, c'est la relation commerciale et le respect du planning. Et donc ils définissent 5 axes, 5 niveaux d'évaluation, de pas du tout satisfait à très satisfait ou au-delà même de la satisfaction. Donc ils appliquent ça grâce à des fiches fournisseurs, des scorecards sur des marchés qui dépassent $100 000. On a la même chose en Corée du Sud, mais ce sont en fait des organismes d'État qui animent ça. Aux États-Unis, c'est un organisme d'État qui fait ça. Alors en France, il y a eu des tentatives, il y a des choses qui existent, qui existaient même avant Avis Public, donc des choses qui ont été expérimentées, notamment la mairie de Saint-Ouen qui a fait ça, et qui a bénéficié d'un trophée, le trophée Blaise Pascal sur l'innovation de la commande publique, qui a en 2013 mis en œuvre une fiche calimétrique partagée dans un intranet entre les élus, la totalité des agents de la mairie et puis certains et tous les responsables techniques, et qui permet de sanctionner en quelque sorte la performance de l'entreprise au travers de son marché. La chaire Optima de l'université de Pau, mais plus d'un point de vue universitaire, compréhension et statistique, a réalisé également ce type d'enquête auprès des acheteurs publics. Alors nous, au sein d'Avis Public, petite structure,
naissante, hein, créée en février 2017, avec une plateforme qui existe seulement depuis septembre 2017. C'est une plateforme que vous pouvez utiliser. Vous pouvez l'utiliser demain. C'est une plateforme qui permet d'avoir une évaluation des entreprises. Nous, notre modèle économique repose sur des enquêtes de satisfaction réalisées pour le compte de l'entreprise et auprès de vous, collectivité locale. On synthétise l'ensemble des évaluations de la collectivité locale et on la représente en ayant un phénomène de modération sous forme de diagramme radar sur 6 axes. On en fait plus que les Américains, ils en avaient 4, on en a 6. On a rajouté le développement durable ainsi que la communication, en ayant un sous-axe par rapport au relationnel. Nous, notre objectif, c'est pas nécessairement de casser un prestataire, hein, au contraire, c'est plutôt d'encourager une relation gagnant-gagnant, de vous donner la possibilité de donner un avis en tant que client. Hein, finalement, on est dans un rapport client-fournisseur, comme on l'a vu tout à l'heure. Un rapport client-fournisseur qui ouvre sur une évaluation objectivée. C'est pas une simple étoile, comme sur TripAdvisor que vous connaissez. C'est objectivé, c'est construit. Il y a 15 questions qui vous permettent d'aboutir à une évaluation partagée. Et c'est objectif. Donc vous pouvez la partager avec votre prestataire. Lui, il aura des recommandations, on va lui donner quelques recommandations d'amélioration. Et vous allez pouvoir partager avec les pairs, avec vos voisins, et puis être amené en fait à générer un certificat de capacité de façon construite. Aujourd'hui, les prestataires vous sollicitent pour un certificat de capacité. Bon, vous donnez ou vous donnez pas, c'est assez, on va dire, au jugement, c'est très personnel. Ici, vous êtes quelque chose qui vous permet de le construire et d'aboutir à votre certificat de capacité. Voilà, c'est un service qui est complètement facultatif, que les entreprises peuvent utiliser. Peut-être que demain, je l'espère, elles vous solliciteront. Et en tous les cas, si vous souhaitez le mettre en œuvre, invitez vos prestataires à pourquoi pas l'utiliser. Et puis, vous avez la possibilité également, pourquoi pas, hein, de mettre dans vos règlements de consultation, dans vos consultations, une clause qui invite les entreprises à adopter un outil qui permet de générer une écoute client et une amélioration continue. Je vous demande quand même pas de mettre avis public dans votre consultation, ça serait pas très correct. Voilà, merci pour votre attention. Mathilde, j'espère que le temps n'est pas trop consommé et dépassé. On a 1h35 a priori. On est très bien, oui. On avait dit 1h30. Et donc, je vous propose de prendre la question de l'agglomération de Pau, qui nous a été posée. Donc, sur quelle base peut-on rédiger un plan de progrès? Quels seraient donc les critères de pondération et quels seraient les indicateurs d'évaluation? Alors, des plans de progrès, moi j'en ai pas pris en modèle, j'en ai quelques-uns en tête que l'on pourrait rajouter dans les éléments de présentation. Les plans de progrès sont pas nécessairement systématiquement formalisés, on n'a pas de canevas type, mais ça dépend, c'est vraiment très spécifique au marché. Si on est sur des travaux, de la prestation de services. Donc moi je dirais que sur les plans de progrès, il faut être assez libre. Il faut utiliser des indicateurs de performance vérifiables, quantifiables surtout, et qui puissent être également présentés sous forme de planning. C'est-à-dire qu'il faut, on peut imaginer des choses avec des probabilités de mise en œuvre, mais toujours conditionnées par le fait que la collectivité ou le prestataire puisse les mettre en œuvre, que les conditions d'autorisation soient réunies. Donc il y a quand même un certain nombre de vigilance. Donc j'ai pas de réponse précise à donner, désolé, mais les plans de progrès, voilà, je peux vous transmettre peut-être un ou deux exemples de plans qui seront exploitables et j'espère interprétables. On pourra les mettre sur la plateforme, en tout cas, c'est l'une des fonctions. Idéale connaissance, donc le partage du document. N'hésitez pas. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Pas pour l'instant, on vous laisse encore quelques instants pour rédiger vos interrogations. En tout cas, merci à vous d'avoir joué le jeu pour les sondages de satisfaction tout au long de cette conférence. J'espère que ce principe vous plaît bien.
On essaye de plus en plus de le mettre. Ça dynamise un petit peu ce jeu. Merci à vous pour cette première qui était une première pour moi, donc peut-être pas pour vous. Et en retour, n'hésitez pas à faire des remarques, ça m'intéresse. Merci. Oui, donc toujours pas de remarques de votre part. Je vous propose donc